La mondialisation et l'américanisation de la société depuis les années 60, elle a un peu détruit quand même les cultures autochtones. Et je pense que les responsables de ça, c'est pas du tout seulement les jeunes de banlieue qui eux, ils consomment ce qu'on leur donne, comme tout le monde, mais c'est justement que tout le monde, en fait, fasse la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à mon avis, le bourgeois, même le fils de bonne famille français, je pense que ces consommations culturelles, elles sont pas du tout plus nobles que celle d'un mec de banlieue qui écouterait Gambi ou je sais pas qui. C'est-à-dire qu'il est nourri aux séries américaines, à la musique américaine, que ce soit d'ailleurs du rap ou autre, et plus personne en fait ne valorise justement, par exemple, la littérature, la lecture, à part l'école. Enfin, quand c'est que l'école qui vous dit en fait c'est bien de lire, ça suffit pas en fait, ça marche pas. Ralph Lacartouche, bonjour. 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 Est-ce que tu peux te présenter rapidement ton parcours ainsi que tes études? Alors, je m'appelle Ralph Muller, j'ai 27 ans, je suis actuellement doctorant assistant à l'Université de Genève en littérature française et j'ai fait un parcours de lettres, philo et français. Voilà. Et donc on te connaît surtout pour ta vidéo sur le rap, mais tu as fait aussi beaucoup de vidéos. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ces vidéos ces derniers temps? Alors je pense que ça... Alors les vidéos en elles-mêmes, je les ai faites un peu sur un coup de tête pendant le confinement. Je m'ennuyais un peu, je pense comme tout le monde, et d'un coup, je sais pas, ça m'est venu. J'ai commencé à regarder des tutos sur comment faire des vidéos et je me suis lancé. Franchement, moi-même, ça me dépasse un peu. Alors, je sais pas trop comment je suis passé de l'étape j'ai cette idée à vraiment la mettre en pratique. Donc ça pour dire que faire des vidéos en soi, c'était pas forcément un projet de longue date. Mais par contre, je pense que ce que je fais, la manière dont je le fais, ça s'inscrit pour le coup dans un projet que j'ai pu rouler ces dernières années, notamment quand j'étais étudiant. En fait, je trouvais dommage que actuellement ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on fait en lettres, ça ne sort pas en fait des murs de la faculté. C'est-à-dire que la littérature est très très peu présente dans l'espace public. Et je trouvais, voilà, je trouvais ça frustrant qu'en fait les facultés de lettres ne servent à rien d'autre qu'à se reproduire elles-mêmes et à produire des profs, enfin, ce qui est très bien. Mais il me semblait qu'on pouvait en fait appliquer nos outils, nos méthodes et nos références à d'autres objets qu'aux livres. Et donc en fait essayer d'analyser, de porter un regard sur le monde social, sur la réalité culturelle, tout ce que tu veux, avec nos outils à nous, et d'en faire quelque chose de productif. Et du coup bah, ça s'est un peu goupillé entre les vidéos, ces idées-là, et voilà, c'est un peu ce que j'essaie de faire, quoi. Ok. Donc on va aborder la première grande thématique, c'est celle du rap. Tu as fait une longue vidéo sur le rap où tu t'attaches à expliquer le phénomène de la violence qu'induit le rap. Est-ce que tu peux nous présenter très rapidement le raisonnement que tu tiens dans cette vidéo? Alors le raisonnement que je tiens peut-être avant la violence, c'est peut-être celui qui me tient le plus à cœur, c'est celui qui concerne les pronoms en fait. Et l'usage des pronoms dans le rap avec ce jeu, ce qu'on appelle en fait l'ego trip. Donc le fait que le rap est très axé sur la personnalité du rappeur qui est toujours porté au nu et qui est toujours vanté dans sa force et sa domination. Et par contraste en fait avec un tu, je crois que j'appelle ça un ennemi imaginaire. C'est vrai que en fait, le rappeur type, en se valorisant, il écrase toujours quelqu'un. Qui n'est en fait personne, mais qui est une sorte de figure d'adversaire écrasé et humilié. Et je pense que déjà là-dedans, en fait, il y a une part de violence, même si c'est un jeu. Mais il y a quand même une part de violence parce que justement le rapport à l'autre, le rapport à autrui, est toujours envisagé à travers ce prisme-là du moi je suis le plus fort et puis je t'écrase, etc., etc. Après, sur la violence, de manière plus générale, j'ai parlé notamment en fait de l'esthétisation de la violence qui passe par les clips, ou notamment des armes de guerre par exemple, même si elles sont factices, sont filmées comme des objets glamour au même titre qu'une bouteille un magnum de vodka ou des habits de luxe. Et donc je pense qu'à la longue ça peut quand même induire dans l'imaginaire des personnes qui écoutent ça régulièrement, et notamment des plus jeunes, qui ont peut-être moins de background culturel pour avoir une sorte de recul nécessaire. Alors pour leur donner l'idée qu'en fait tout ça c'est normal, c'est banal et même c'est stylé en fait. Voilà, c'est stylé d'avoir des armes. Voilà, ça va toujours en fait dans la logique du je suis le plus fort, parce qu'évidemment l'idée qu'il y a derrière c'est nous on est armés donc on est puissant en fait. Et puis après il y a tout simplement une forme de violence, je pense, dans les mots qui en soi pour moi n'est pas un problème. C'est-à-dire que je suis attaché en fait à la séparation entre la morale et l'art. Donc je milite pas pour un art qui soit moral ou un art qui soit éducateur, c'est vraiment pas la question. Mais je pense que quand c'est mal fait,
ça devient assez pernicieux, quoi. Typiquement, je trouve que Booba, à ses débuts, c'était très bien fait, et donc la violence qu'il pouvait avoir, elle avait vraiment une valeur en fait esthétique. Mais aujourd'hui, la plupart des rappeurs qui surfent sur le même genre de créneau de rap un peu hardcore, comme on dit, n'ont pas du tout cette qualité artistique derrière qui donne une valeur en fait esthétique, artistique aux propos, et il ne reste que le côté simplement un peu brutal et peu ambitieux, quoi, au niveau artistique et intellectuel. On peut dès lors penser qu'il est, et c'est un peu le sentiment qu'on a en finissant ta vidéo, qu'il s'agit en fait un peu d'un complot pour endormir la masse. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Parce que quand on écoute les vidéos de rap, et surtout quand on écoute ta critique du rap, on peut vraiment penser que c'est un projet déterminé pour maintenir cette classe ultra-prolétaire dans l'abaissement, dans la bêtise. Ouais, alors ça c'est un commentaire qui m'a pas mal été fait justement de me dire ah mais t'as pas parlé de à qui profite le crime entre guillemets, qui est-ce qui organise tout ça. Mais moi je suis pas tellement d'accord avec cette idée, c'est-à-dire que je crois que les gens aujourd'hui, certaines personnes ont une conception du monde de la musique qui à mon avis était vraie il y a peut-être encore 20 ans, avec des structures très verticales où pour percer et pour être entendu il fallait vraiment être signé sur un label, fallait avoir en fait les moyens. Des moyens qui dépassaient justement l'individu pour exercer. Je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens en fait, qui peuvent faire 1 million de vues sur YouTube avec un morceau de rap sans du tout passer par aucune structure, sans qu'il y ait aucune verticalité dans l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui n'importe qui a un pote qui fait des clips, un autre pote qui a un studio qui mixe, et en fait tout est faisable de manière très indépendante. Et du coup je pense pas qu'il y ait je pense pas qu'il y ait un complot ou qu'il y ait des gens qui vraiment intentionnellement se disent on va tirer parti de ça pour faire de l'argent ou pour faire de l'argent éventuellement, mais pour endormir les masses. Enfin, je pense que dans la réalité sociale, il y a énormément de choses qui dépassent en fait, qui dépassent toute conscience individuelle, qui relèvent pas d'un projet. Et je pense que c'est un peu un leurre a posteriori de dire ah mais s'il y a telle réalité, c'est parce que telle personne l'a voulu. Je pense simplement qu'il y a des choses qui se font. Il y a des réalités qui sont créées sans qu'elles procèdent de la volonté claire et affirmée de quelqu'un ou même d'une structure. Après, évidemment qu'il y a certaines... Skyrock, par exemple, évidemment qu'eux, ils tirent parti complètement d'une certaine médiocrité. Mais voilà, je pense pas qu'il y ait un projet identifiable, quoi, Moi, pour ma prochaine question, je vais faire suite à la partie sur la pauvreté du langage dans le rap, qui peut même parfois se traduire par des onomatopées, tu en parles très bien dans la vidéo à la fin, qui, je te cite, nous couperait de la réflexion. Est-ce que tu peux nous expliquer cette partie de la vidéo? Et ma question en fait sous-jacente, c'est est-ce que le rap a une fonction d'abrutissement par le langage? Alors je pense pas que le rap ait une fonction d'abrutissement par le langage dans son essence, et je pense qu'il y a des rappeurs qui au contraire manifestent une grande sensibilité au langage et réussissent à faire quelque chose de tout à fait valable. Voilà, j'ai cité Booba avant, que je pourrais citer encore. Pour moi le meilleur qu'il y a jamais eu, c'est Eminem. Et il y a des textes d'Eminem, c'est vraiment d'un point de vue technique et linguistique, c'est incroyable, quoi. Donc voilà, de nouveau, je condamne pas le rap dans son essence. Après, aujourd'hui, bah ouais, il y a plein de trucs qui se font où effectivement le rapport au langage qui est induit en fait par le rap est extrêmement pauvre. Et je pense que c'est des cercles vicieux, c'est-à-dire que c'est parce que c'est des mecs qui eux-mêmes ont déjà un langage assez pauvre à la base qui s'essayent à l'exercice, sauf qu'aujourd'hui le rap a pris une tournure qui leur permet en fait de quand même exister, ce qui n'était pas le cas je pense à une certaine époque où genre si t'étais vraiment si t'avais 3 mots de vocabulaire juste tu faisais pas rappeur, quoi, ou ça marchait pas en tout cas. Et aujourd'hui tu peux t'en sortir, et le problème c'est qu'en fait tout ça après la médiocrité en fait elle s'aggrave parce que du coup les plus jeunes écoutent ceux qui sont déjà pas bons, ils deviennent encore moins bons eux-mêmes, et puis si eux, enfin tu vois, après c'est une cascade comme ça se tire vers le bas, quoi. Voilà, qui tire vers le bas. Et en fait, ce que je relevais dans la partie que tu citais, c'est que très très souvent, en fait, l'écriture procède par association phonétique, et donc c'est la proximité phonétique des mots qui génère le texte. Et donc en fait, ça donne l'impression que le texte, il procède pas d'une volonté qui précède son écriture, mais c'est le hasard en fait des rencontres qui commande le texte, donc qui commande en fait le rappeur, quoi. Il est soumis au hasard de ce que les mots lui évoquent. Et alors voilà, de nouveau, même dans la littérature, il y a pu y avoir des projets esthétiques qui s'appuyaient sur ce genre
de procédés, mais c'était quand même, voilà, déjà c'était conscient, et je pense qu'aujourd'hui c'est pas conscient, c'est juste, ils s'en rendent pas compte, et ça donne en fait des trucs qui ne font aucun sens, quoi. Ça donne, même sur le plan sémantique, c'est-à-dire que ils vont parler d'un sujet sur une mesure, puis la mesure d'après c'est sur un autre sujet qui n'a absolument rien à voir, mais comme ça rime ou comme ça se ressemble, ben, du coup ça match. Mais voilà, en fait tu t'entraînes aussi quand tu écoutes ça, tu t'entraînes justement à avoir des pensées qui sont infernales, en fait, qui n'ont ni queue ni tête, et je pense que c'est chaotique. Je pense que c'est dangereux parce que je pense que ça rend ton propre esprit chaotique, quoi, parce que tu t'habitues à avoir un univers mental comme ça où tu passes du coq à l'âne. Et je pense que la réalité déjà extérieure est suffisamment riche de ce genre de trucs, tu vois, genre la pub par exemple, quand t'as un reportage sur un événement horrible et que juste après t'as la journaliste qui dit merci tout le monde et puis tac t'as une pub pour Danone, tu vois, c'est déjà quelque part c'est assez violent, quoi. Donc je pense que il y a suffisamment, disons, de chaos à l'extérieur pour s'en mettre davantage dans le cerveau comme ça, quoi. Et à un moment donné, dans la vidéo sur le rap, tu parles d'une absence de modèle chez les jeunes en banlieue, Ouais. chez les jeunes descendants d'immigrés. Ouais. Comment tu peux expliquer cette absence de modèle? Alors ça, c'est une bonne question. Merci. Ouais, je saurais pas forcément l'expliquer. Je pense que c'est une question énorme en fait qui est d'ailleurs certainement déjà traitée par des personnes plus compétentes que moi. Mais moi, ce que je pense, en tout cas, ça c'est parce que pour avoir déjà un peu réfléchi à la question, moi, ce qui me frappe, c'est qu'à mon avis, on leur propose plus suffisamment de modèles autres que justement ces modèles culturels qui viennent en fait des États-Unis à la base, quoi. Je pense que la mondialisation et l'américanisation de la société depuis les années 60, elle a un peu détruit quand même les cultures autochtones. Et je pense que les responsables de ça, c'est pas du tout seulement les jeunes de banlieue qui eux, ils consomment ce qu'on leur donne, comme tout le monde, mais c'est justement que tout le monde, en fait, fasse la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à mon avis, le bourgeois, même le fils de bonne famille français, je pense que ces consommations culturelles, elles sont pas du tout plus nobles que celles d'un mec de banlieue qui écouterait Gambi ou je sais pas qui. C'est-à-dire qu'il est nourri aux séries américaines, à la musique américaine, que ce soit d'ailleurs du rap ou autre. Et je pense qu'en délaissant vraiment à l'échelle de la société, le fait que tout le monde est finalement délaissé un peu notre culture, ou nos cultures, tu vois, peu importe, européenne ou peu importe de quoi il s'agit précisément, je pense que en fait, ça a fait que tout ça a perdu de la valeur et plus personne en fait ne valorise justement, par exemple, la littérature, la lecture, à part l'école. Mais le problème c'est que l'école n'est pas forcément le meilleur. Enfin, quand c'est que l'école qui vous dit en fait c'est bien de lire, ça suffit pas en fait, ça marche pas. Et je pense je pense que tout le monde est responsable de ça, c'est-à-dire qu'à l'échelle vraiment de la société, il y a un désintérêt pour une certaine culture. Voilà, qui a permis qu'en fait la culture de masse s'immisce à ce point dans nos vies et gagne en fait justement toutes les couches sociales. Voilà. Est-ce que le discours entonné par les rappeurs, t'en parles, mais j'aimerais bien que tu réexpliques ça pour les auditeurs qui ne connaissent pas cette vidéo. Et est-ce que le discours entonné par les rappeurs favorise un certain conditionnement à la bêtise? Ouais, je pense complètement. Ouais. Parce que à la bêtise et aussi en fait à certains types de comportements violents, ouais, moi je pense que le rap, mais pas d'ailleurs pas seulement le rap, hein, la musique en général, peut induire des comportements violents. Je pense que ce à quoi on ne pense peut-être pas assez, c'est que la musique c'est quand même un truc déjà qui a un impact non seulement sur tes pensées, mais c'est même physiologique. C'est-à-dire quand tu écoutes certaines musiques, ça te fait battre le cœur, ça te met dans des états émotionnels, et donc forcément il y a certains rythmes. Il y a certaines intonations, les rappeurs qui gueulent comme ça avec un ton très agressif, comme peut le faire, je sais pas, un Caris parfois par exemple, tu peux pas rester insensible à ça. C'est-à-dire, forcément si tu te mets ça dans la tête et tout le temps, ça va se ressentir en fait. Tu vas te sentir toi-même, voilà, ça va t'énerver, ça va te mettre dans des états émotionnels particuliers. Et quand tu ajoutes à ça le discours qui est tenu, bah ouais, moi je vois pas comment ça pourrait ne pas en fait générer chez les auditeurs, en tout cas certains auditeurs, parce qu'évidemment le problème c'est que c'est toujours ceux qui en souffrent, ceux qui en pâtissent le plus, c'est les plus jeunes et puis ceux qui sont aussi le moins armés par leur situation sociale, par leur situation familiale, ceux qui ont moins justement de repères autour d'eux, c'est eux qui vont en pâtir, quoi.
Et à mon avis, voilà, c'est quelque chose de... C'est moins innocent que ça en a l'air, disons. C'est pas... voilà, je pense que... Ouais. Tu notes aussi le paradoxe du rap, ce sera ma dernière question pour le rap, après on parlera de ta vidéo sur George Floyd. Tu notes aussi le gros paradoxe du rap entre éléments biographiques ouvertement condamnables, donc vol, viol, meurtre, totalement assumés d'ailleurs, parce qu'il y a même des sons où on les entend dire qu'ils font quelque chose de judiciairement condamnable. Ouais, c'est une valeur même. C'est même une valeur. Et le côté, oui mais la police nous interpelle, c'est pas cool. Comment tu peux expliquer ce phénomène que tu nommes dans ta vidéo, espèce de schizophrénie biographique? Je pense qu'à mon avis, elle trahit une sorte une ambiance qui va au-delà du rap, c'est-à-dire au niveau vraiment sociétal, de mauvaise foi. Alors, je ne sais pas si ça concerne une certaine couche de la population uniquement ou si c'est quelque chose qui est répandu. Mais voilà, c'est ce côté en fait très victimaire du rap. Pour le coup, c'est vrai que je pense que c'est quand même un truc qui est assez propre au rap. Où en fait, mais ça, je pense qu'ils sont aussi, eux, à ce niveau-là, comment dire, quelque part victimes des discours que certaines personnalités politiques, par exemple, peuvent tenir justement sur les banlieues, où on les victimise beaucoup, sans trop les valoriser, ou alors enfin, en fait, on leur fait toujours comprendre qu'ils sont victimes d'absolument tout ce qui leur arrive, au lieu de les encourager aussi à, voilà, simplement à essayer d'aller de l'avant, et même si voilà, je pense qu'objectivement la situation de certaines personnes est plus difficile que celle d'autres personnes, mais voilà, après c'est pas une solution de dire de s'en tenir à cette position de bah du coup c'est pas de ma faute. Donc voilà, je pense qu'il y a un discours politique à mon avis dont eux après, un peu par opportunisme aussi, ils tirent parti et puis ils disent ah bon bah du coup je suis une victime éternelle donc je suis responsable de rien. Mais d'un autre côté, comme ce qui est valorisé justement dans le rap, c'est justement la force, voire la violence, en tout cas tout ce qui relève du banditisme est quand même toujours mis en avant comme une preuve d'authenticité et de street cred, comme ils disent. Voilà, je pense que ça explique un peu cette espèce effectivement de paradoxe, c'est-à-dire que ouais, mais je pense que je sais pas, peut-être qu'ils s'en rendent pas compte, peut-être qu'ils se posent pas la question, je sais pas trop. Donc on va passer maintenant sur l'autre versant de l'interview, sur ta vidéo sur George Floyd. Je crois que d'ailleurs tu l'as appelé Floyd et Freud. Pourquoi Floyd et Freud? C'était un petit jeu de mots, parce qu'en fait je m'appuie beaucoup sur Freud dans cette vidéo, notamment à la fin. Et donc voilà, tout simplement. Ok. Comment tu peux expliquer le mimétisme des aspirations entre les jeunes Américains et les jeunes Français? Alors, bien évidemment pas tous, mais certains qu'on peut voir dans les manifestations qui ont les mêmes pancartes, dans la même langue. Comment tu peux expliquer ça? Bah, je pense que ça s'inscrit dans le mimétisme plus général, en fait, des jeunes occidentaux vis-à-vis de l'Amérique. Je pense qu'on a tellement grandi, en fait, avec l'Amérique sur les écrans et dans les oreilles, qu'on s'est en fait habitué à prendre l'Amérique comme modèle et comme impulsion première en fait de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on pense, de tout ce qui est perçu comme voilà, la tendance, ce qui est à faire, ce qui est bon à faire, etc. Donc une sorte de rapport comme ça un peu fétichiste à l'Amérique, quoi. C'est-à-dire que tout ce qui vient d'Amérique, c'est bien en fait. C'est cool, c'est quelque chose de... Donc, je pense que ça s'inscrit là-dedans, et typiquement ce qui s'est passé avec Floyd, avec George Floyd, voilà, je pense que c'est un symptomatique de ça, sans être quelque chose à mon avis, de particulier, même si c'était peut-être la première fois que ça prenait une telle ampleur, et pour un événement de cette nature-là. Quitte à mettre les événements américains, quitte à vouloir, ce que tu dis dans la vidéo, quitte à vouloir profondément que la tragédie américaine intervienne sur le sol français ou occidental, pour avoir une espèce une aspiration légitime. Voilà, exactement. Ouais. Il y a une sorte de presque une sorte de goût un peu trouble, un peu masochiste comme ça pour la tragédie. Et donc effectivement, voilà, au prix de mise en rapport assez douteuses, en fait, qui marchent pas et qui sont finalement en fait un manque de respect aux événements, que ce soit ceux des États-Unis ou ceux ou aux événements locaux ici, parce que ça se fait toujours au sacrifice justement de la réalité, quoi, du vrai.
c'est pas du tout, c'est rendre service à personne en fait. Voilà. Et comment t'expliques qu'on rétrograde le vrai avec un grand V derrière l'idéologie, derrière une volonté politique, qu'on fasse passer toujours la réalité, qu'on soumette la réalité à notre idéologie? Je pense parce que c'est plus excitant, quoi. Je pense que l'idéologie, c'est plus excitant. Le vrai, c'est chiant. Ouais. Le vrai, c'est du travail, c'est de la patience. Souvent, c'est pas spectaculaire parce que le vrai est toujours très nuancé. Tu peux pas faire des grandes sorties, tu vois. Quand tu veux vraiment rester collé au vrai, c'est difficile de faire de faire des punchlines, de faire des phrases chocs, de générer un mouvement. Tu vois, si tu veux ameuter une foule, tu vas forcément devoir couper. Tu vas devoir couper, tu vas devoir regarder une petite partie de ce qu'est la réalité. Et voilà, et du coup, en fait, je pense que les personnes qui veulent s'attacher justement, qui ont une certaine éthique à ce niveau-là, c'est des personnes qu'on voit beaucoup moins ou qu'on ne voit pas du tout, et des personnes solitaires. Voilà, je pense qu'il y a un côté spectaculaire en fait. Et il y a un goût aujourd'hui de toute façon pour la mise en avant de soi. Avec les réseaux, etc. Enfin, même générer, tu vois, des likes sur un post ou des réactions à une story Instagram, ça va peut-être motiver des personnes par opportunisme, à se glisser dans une brèche, sans se poser vraiment les questions de qu'est-ce que je suis en train de dire, qu'est-ce que je suis en train de défendre, etc. Ouais, c'est logique de tant qu'il y a un foule. pouce ou un petit cœur, ça valait le coup, quoi. Ce besoin d'un combat, d'une vocation, comme on a pu le voir aux États-Unis ou en France, de manière un peu plus brouillonne, d'une communauté de destin que certains jeunes vont créer, mais artificiellement, est-il dû à l'appel d'air que génère la déconstruction, ou en tout cas la vision rétrograde de la nation? Est-ce que tu vois où je veux en venir? Ouais, je crois que je vois où tu veux en venir. Je pense que ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure sur le délaissement un peu d'une certaine culture par l'ensemble en fait des populations. Et je pense effectivement que ça va de pair avec la mondialisation et la mondialisation des esprits. Voilà. Typiquement, les réseaux sociaux uniformisent en fait les manières de penser. Avec des vecteurs privilégiés comme typiquement l'usage de l'anglais. C'est un détail, mais qui a un rôle, en fait, à mon avis, assez important. Et tout ça va justement dans le sens d'un oubli des particularités, parce que justement, on est un peu obsédé par cette idée de faire partie d'une grande communauté internationale. Et il y a quelque chose, je sais pas, j'imagine, de grisant à se dire... ce que j'écris, n'importe qui pourrait le lire, n'importe qui pourrait le comprendre, n'importe qui pourrait le partager. Et donc ça devient en fait par ce goût en fait de la quantité et de l'impact à grande échelle qu'on peut avoir comme ça, c'est quelque chose qui motive ce type de comportement-là. C'est une réflexion que j'ai eue en regardant tes vidéos, c'est que tu remarques que les foules, je fais référence avec simplement, les foules ont ce côté très organisé, mais complètement irrationnel, mais très organisé. Donc il y a un besoin de communauté en soi. Quand tu vois les manifestations pour George Floyd ou les manifestations pour Adama Traoré, il y avait un besoin de communauté, de se rassembler, de faire un en soi, tu vois. Mais ça intervient dans un contexte aujourd'hui où les réseaux sociaux prennent énormément d'importance, et on sait que les réseaux sociaux sont l'agent de la solitude. Parce que on est seul, on se parle plus, on est un peu bon. Comment on peut expliquer une solitude d'un côté avec les réseaux sociaux et un besoin de communion absolument fantastique dans les manifestations Adama Traoré ou George Floyd? Je pense que la réponse est dans la question. C'est-à-dire que je pense que justement l'énorme solitude générée par notamment les réseaux sociaux. Tu as fait notamment une vidéo sur Instagram. Voilà, exactement, sur les réseaux et Instagram un peu en particulier. Je pense que cette solitude-là, à mon avis, elle cherche à être compensée. Je pense qu'il y a un grand vide aussi. Au-delà de la solitude, à mon avis, c'est aussi un vide, un manque de repères, un manque de valeurs, une sorte on vit des espèces de néant à certains égards, dans un présentisme aussi, le fait que on est toujours dans l'actualité, dans l'instantané, on a du mal à se projeter ou à penser de manière un peu plus sereine, avec une temporalité un peu plus étendue.
Et je pense qu'effectivement, tout ça génère des sentiments, à mon avis, de solitude et de perdition. Et à cet égard, des grands rassemblements autour de causes communes, à mon avis, satisfont ce manque-là, parce qu'à la fois, il y a le côté, il y a le côté repère, il y a le côté axiologique, en fait, de se dire je combats pour une bonne cause, voilà. Et puis de l'autre côté, effectivement, de voir qu'il y a autant de monde, etc., autour de soi, on se dit, on fait partie, en fait, quand même on a justement une communauté d'intérêt, une communauté on est un tout. On est un tout, exactement. Ouais. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas seulement, effectivement, le juger, aussi voir de quoi est-ce que c'est le symptôme, et voir que je pense que c'est assez profond, quoi. Dans tes vidéos, c'est un peu trivial hein, comme question, mais dans tes vidéos, ce qui en ressort, c'est que les gens sont de plus en plus cons. En fait, quelque part. Alors, déjà, est-ce que c'est le sentiment que tu veux donner ? Et deuxième élément, si c'est le cas, c'est partagé par beaucoup de gens, hein, c'est le fameux « c'était mieux avant », même les jeunes « c'était mieux avant ». Quel peut être l'antidote ? Alors, en tout cas, c'est pas mon but de faire sentir ça. Après, est-ce que c'est le cas ? Moi, j'ai ce sentiment-là. Mais après, je pense aussi que c'est vieux comme le monde, en fait. Chaque génération pense que tout était mieux avant, que les jeunes c'était mieux avant, les gens étaient moins cons avant. Donc, je sais pas si c'est. Enfin, je pense que c'est quelque chose qui serait à nuancer, probablement. Mais ce qui est plus intéressant, effectivement, c'est quels pourraient être les remèdes à ça. Je pense que sincèrement, là je prêche un peu pour ma paroisse, mais je pense que typiquement, de revaloriser la pensée d'une manière très générale, la littérature, la philosophie, l'histoire, les humanités, à mon avis, ça c'est le genre de trucs qui peuvent vraiment, qui pourraient en tout cas redonner un peu justement un peu d'esprit, quoi, un peu d'esprit aux gens et de reproposer en fait, notamment aux jeunes, d'autres fictions, d'autres modèles que la culture de masse américanisée qui prévaut aujourd'hui. Voilà, je pense qu'il y a probablement mille autres solutions, mais... Une des réponses, ce serait la littérature, là. Ouais, c'est une réponse un peu bateau, hein, je pense, n'importe qui aurait pu le dire. Mais après toute la question, c'est justement comment faire, quoi. Comment faire. Et voilà, comme je l'ai dit au début, ce que je fais avec mes vidéos, à mon échelle, à ma petite échelle, j'essaie justement de rendre ça un peu moins... que la connotation de la littérature, par exemple, ou de la philosophie, soit un peu moins scolaire, et de montrer qu'en fait on peut en faire quelque chose d'applicable aujourd'hui. C'est pas des fossiles comme ça qu'on déterre pour le plaisir de relire un vieux texte, mais c'est qu'on peut vraiment on peut se les approprier, en fait. On peut s'approprier cette culture-là et en faire quelque chose aujourd'hui de pertinent et de salutaire. D'accord. Voilà. Merci. Merci à toi.